Bonjour Olivier, donc je suis ravi que tu aies accepté cette interview pour les lecteurs de moncapitaine.com. Je vais Merci de commencer, m'avoir invité. je vais commencer par te laisser te présenter et puis ensuite on passera à une petite série de questions sur le management, l'organisation personnelle, l'influence et puis après des petites questions personnelles qui permettront à mes lecteurs de saisir un petit peu l'état d'esprit dans lequel tu es. Oui, bah écoute, donc moi je suis Olivier Roland, j'ai créé ma première entreprise à 19 ans après avoir arrêté l'école à 18 ans, c'est une entreprise de services informatiques et c'est une aventure géniale, j'ai adoré faire ça, j'adore dire d'ailleurs que j'ai un bac -2 puisque voilà, j'ai choisi d'arrêter l'école délibérément pour sortir, enfin pour réussir autrement. Et ça a été une aventure géniale puisque bon, l'entreprise elle a duré 10 ans, au bout de 10 ans je l'ai revendue sous forme de 3 portefeuilles clients et le problème c'est que bah voilà, au bout de quelques années, après avoir démarré, j'en ai eu assez, si tu veux, d'avoir le rythme de vie classique de l'entrepreneur surmené, à travailler 60-70 heures par semaine, et que bah, je voulais un peu plus d'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que eh bien, cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre, elle était devenue une prison. Parce que je devais vraiment travailler énormément dedans pour qu'elle fonctionne. C'était ma seule source de revenus. En tant qu'entrepreneur en France, j'avais pas le droit au chômage. Je voyais pas comment la revendre et puis je voyais pas comment réduire mon temps de travail sans qu'elle devienne, qu'elle soit plus rentable parce que j'avais les salaires de mes employés à payer notamment, etc., etc. Et donc je me suis mis en quête d'une solution pour essayer d'avoir un meilleur équilibre de vie. Je l'ai pas trouvé tout de suite, mais au fur et à mesure des années, bah, j'ai commencé à trouver des solutions justement au point où là, mon entreprise actuelle me permet de voyager 6 mois par an. C'est une entreprise que je peux gérer entièrement à 100% de mon ordinateur avec une connexion Internet et ce où je sois dans le monde. Donc j'en profite pour voyager parce que j'adore ça. Donc j'aime bien dire que mon entreprise, elle est au service de ma vie plutôt que ma vie soit au service de mon entreprise. Et c'est ce que j'essaie aussi de partager comme philosophie et puis avec des techniques, des stratégies concrètes pour y arriver donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Voilà, donc exemplaire qui est ici, qui sera bientôt dédicacé puisqu'on se voit le 6 novembre. Exactement. Voilà. Bah super. Et du coup, pour cette entreprise qui te permet de voyager 6 mois par an, tu as des prestataires, des freelances qui travaillent pour toi. Oui. On va du coup basculer sur mes questions, ma première question sur le management. Quel est le Mhm. plus grand conseil que tu donnerais à quelqu'un qui fait justement ce type de démarche, de travailler avec des gens qu'il n'a pratiquement, enfin, enfin, pour la quasi-totalité, jamais rencontrés? Et voilà, comment est-ce que tu gères ces relations de management? Comment est-ce que tu les coaches? Oui, alors effectivement, j'ai une organisation dans mon entreprise qui n'est pas typique, dans le sens où j'ai aucun employé, j'ai que des prestataires, je dois avoir une douzaine de prestataires qui travaillent pour moi, alors ça va de quelques heures par mois à beaucoup d'heures par semaine. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y en a certains que j'ai pas rencontrés. Ou que j'ai peut-être rencontrés, mais au final, je les aurais pas rencontrés, ça aurait été la même chose. Et je vais m'expliquer. Déjà, j'ai pas de bureau. Il n'y a pas de bureau physique dans mon entreprise. C'est entièrement dématérialisé. Et en fait, je distingue dans l'organisation les entreprises qui sont synchrones des entreprises qui sont asynchrones. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, la plupart des entreprises sont synchrones. C'est-à-dire que elles vont demander, d'ailleurs c'est plutôt inconscient, ça n'a jamais été formulé explicitement, eh bien, à leurs employés d'être dans le même lieu et d'échanger en temps réel au même moment, que ce soit de vive voix ou par téléphone. Alors bien sûr, il y a quand même des échanges par email dans ce type d'entreprise, mais en général, on demande à ce que ces emails soient répondus rapidement. Et parfois, il y a aussi des chats qui permettent de discuter en direct. Donc il y a cette idée d'échange en temps réel. Oui. Dans mon entreprise, et bon, c'est pas la seule, mais c'est vrai que pour l'instant, ça représente une minorité des entreprises, on a une organisation asynchrone, c'est-à-dire qu'on se fout complètement de savoir dans quel fuseau horaire vous êtes. On ne vous demande pas de répondre en temps réel, on vous demande juste de faire les choses en temps et en heure. Donc ça veut dire que ça change pas mal de choses au niveau de l'organisation. La première chose, c'est qu'il n'y a aucun échange téléphonique. Oui. Aucun échange téléphonique. Il n'y a personne dans mon équipe qui a mon numéro de téléphone. Parce qu'il n'y a rien dans mon entreprise qui justifie qu'on puisse m'appeler en urgence comme ça. Il n'y a aucune urgence qui peut se passer. Tout est organisé de manière à ce que les urgences soient gérées par des gens qui savent le faire sans avoir à m'appeler. Ensuite, il n'y a pas de réunion. Les réunions, c'est une des plus grandes sources de perte de temps dans les entreprises. Souvent, c'est pas très productif. Il y a eu pas mal d'études sur le sujet. Si je fais un appel Skype avec certains de mes prestataires une fois par an, c'est déjà énorme. Oui. Tout se fait via les emails et via un logiciel qui s'appelle Asana, qui est un logiciel de gestion de tâches et qui est lui aussi asynchrone. On n'a pas de chat en direct. Je trouve que c'est une perte de temps. En fait, moi, j'ai organisé ma vie de manière à ce que je n'ai pas d'interruption subie.
c'est moi qui choisis quand je souhaite me consacrer à quelque chose. Je reçois, tu vois, là j'ai mon iPhone. Tu peux voir, il n'y a pas l'onglet email. Avant, on pouvait pas supprimer, enfin, il n'y a pas l'icône des emails. Avant, on pouvait pas supprimer l'application mail, mais depuis OS 10, on peut. J'ai supprimé les mails de mon iPhone. Avant, tu lançais les emails sur mon iPhone, tu voyais juste la page de configuration. Oui. J'ai pas mis les emails sur mon iPhone parce que je veux pas être interrompu en permanence. Je suis pas un Tamagotchi, tu vois. J'ai pas envie de biper tout le temps. J'ai désactivé toutes les notifications de mes logiciels. Oui. C'est moi qui choisis quand est-ce que je vérifie mes emails. C'est moi qui choisis, voilà, quand est-ce que je souhaite travailler sur quelque chose. Donc, du coup, tu deviens beaucoup plus productif. Tu deviens beaucoup plus serein aussi. C'est ta vie où tu peux te permettre, toi, d'être plus calme, plus serein. Tu sais que tu peux faire des choses sans être interrompu, qu'on peut pas t'appeler en urgence. Oui. Et ça force aussi les autres et toi à être mieux organisé et notamment à utiliser les procédures. Ok. Donc toi, le conseil, si je résume, c'est de l'organisation à outrance avec des procédures mises en place. Pas à outrance, c'est pas très compliqué en fait. Ce qu'il faut, c'est effectivement utiliser les procédures. En fait, il y a un paradoxe, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient d'utiliser une invention qui aujourd'hui est omniprésente et qui date de 5000 à 6000 ans. Je crois que c'est 5500 pour être précis. Une invention qui a changé la face de l'humanité. Qu'est-ce que c'est d'après toi la grande invention d'il y a 5500 ans? L'écriture. Exactement. La plupart des entrepreneurs, ils oublient d'utiliser l'écriture dans un point essentiel du système de leur entreprise, c'est-à-dire que la transmission du savoir se fait comme à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ça se fait uniquement de manière orale. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, ça implique qu'il y a énormément d'inconvénients dans ce type d'organisation. Oui. Quand tu transmets ton savoir de manière orale, ça veut dire que, le seul endroit où il y a tes connaissances, c'est là-dedans. Et que du coup, à chaque fois que tes prestataires ou tes employés, ils ont besoin d'avoir accès à ces connaissances-là, comme le seul endroit du monde où elles sont, c'est dans ton cerveau, forcément, ils doivent te déranger, ils doivent te contacter, ils doivent te poser des questions. Et en plus, ça veut dire que si jamais tu dois former quelqu'un qui doit remplacer une personne qui est partie, de tout recommencer de zéro et tu perds énormément de temps et d'énergie. Donc l'idée, c'est de transférer une partie de ce savoir, et si possible le maximum, dans un système externalisé qui est complètement automatisé, à savoir un support écrit. Tu vois, c'est tout bête, mais finalement, il y a très peu d'entrepreneurs qui ont ce réflexe. Oui. Et c'est casse-pied de faire des procédures, ça c'est clair, mais on peut le faire de manière assez ludique. Aujourd'hui, il y a un hack qui permet de faire des procédures très facilement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de tâches qui sont faites sur un ordinateur. Pas forcément toutes, mais énormément. Dans mon entreprise, tout se fait sur un ordinateur. Donc, comme ça, c'est réglé. Donc, du coup, à un moment, tu vas devoir former ton employé, tu vois, à quelque chose. Tu vas devoir le former à un logiciel, à une manip sur un ordinateur. Oui. Pourquoi, quand tu fais ça, ne pas en profiter pour enregistrer ton écran? Oui. Tout simplement. Tu utilises un logiciel comme Camtasia ou ScreenFlow sur Mac et tu enregistres ton écran, ça enregistre ta voix aussi. Et du coup, tu fais une pierre deux coups. Tu transmets tes connaissances à l'employé ou le prestataire, et en même temps, tu crées ta procédure. Si la personne, elle a oublié un point ou qu'elle n'a pas compris quelque chose, elle n'a pas besoin de te redemander. Elle a juste à se repasser la vidéo, elle peut se la regarder à son rythme, elle peut revenir en arrière, elle peut accélérer, elle peut faire ce qu'elle veut. Et tu la mets dans ta Dropbox, et ça te fait une collection de procédures que tu crées au fur et à mesure sans aucun effort supplémentaire. Et au-delà de ça, tu peux même après demander à la personne de transformer cette vidéo en procédure écrite. Parce que les procédures vidéo, c'est très bien, ça illustre extrêmement bien ce que tu fais. Mais après, c'est difficile à scanner, donc c'est aussi bien d'avoir les supports écrits. Oui. Et d'ailleurs, tu peux aussi, même quand tu fais des choses qui sont en dehors de l'ordinateur, aujourd'hui, tu peux facilement faire des procédures vidéo. On a tous un truc comme ça sur nous, tu vois. Oui. Donc, la prochaine fois que tu expliques un truc, pourquoi tu filmes pas en même temps? Tu sors ton smartphone et tu filmes. Ça prend quoi de temps et d'énergie supplémentaire? Rien. Et du coup, tu as ton savoir qui est stocké quelque part, autre part que là-dedans. Et quand tu commences à avoir ce réflexe et que tu commences à organiser ton entreprise autour de cette idée que l'écriture c'est quand même une belle invention et la vidéo aussi du coup, ta vie change parce que tu deviens moins indispensable et tu vas aussi demander à tes employés, tes prestataires de faire des procédures qui vont elles aussi faciliter la transmission des connaissances dans ton entreprise et faire en sorte que les gens soient moins indispensables. Parce que c'est pareil, dans la plupart des entreprises, non seulement le seul endroit où les connaissances du dirigeant c'est dans le cerveau du dirigeant, mais c'est aussi vrai des employés. Le seul endroit où les connaissances du commercial c'est dans le cerveau du commercial et ça, c'est pas normal. Donc, j'ai tout un chapitre là-dessus dans le livre en expliquant j'explique que les procédures, c'est la pilule amère miracle.
Pourquoi miracle? Parce que c'est vraiment très efficace. Pourquoi amer? Parce que c'est super casse-pied et que clairement, il faut dire les choses, ça emmerde tout le monde de les faire. Mais voilà, en utilisant ce genre de hack, ça permet vraiment de faire les choses finalement sans que ça demande beaucoup de temps et d'énergie supplémentaire. Ouais, et surtout qu'en fait, enfin, amer, je dirais, je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi, parce que le plus gros problème, d'ailleurs, c'est toi qui le dis, le plus gros problème de tout le monde, c'est la différence, la petite différence qu'il y a entre l'ignorance et la connaissance. C'est complètement insignifiant par rapport à la différence qu'il y a entre le savoir et l'action. Parce que finalement, passer à la vidéo, prendre son téléphone et puis parler face à son téléphone, au début, on a un petit peu de mal à enchaîner ses idées parce que on se prend dans son environnement, on se voit dans la caméra, on sait pas très bien comment enchaîner ses idées. Et finalement, au bout d'un certain temps, dès qu'on a fait 2, 3 vidéos, 4 vidéos, après, le truc devient naturel. Et finalement, le plus dur, l'amertume, elle se passe dans le premier pas. Parce que il suffit d'y penser, il suffit de se mettre dedans et puis de passer à l'action en fait, tout simplement. Ben oui, exactement. Enfin, voilà, c'est vraiment, moi je recommande à tous les entrepreneurs de mettre des procédures. Et puis ça fait aussi partie du changement d'état d'esprit qui est nécessaire pour avoir une entreprise qui est un peu plus au service de sa vie. C'est de passer de l'état d'esprit je travaille dans mon entreprise à l'état d'esprit je travaille sur mon entreprise. Et c'est pas la même chose. Quand on travaille dans son entreprise, on fait son job en fait. On a une approche de technicien. Ouais. Et on va on se dit il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, et on les fait. Quand on travaille sur son entreprise, on va plutôt se dire ok, il y a ça qui doit être fait. Comment ça peut être fait de la manière la plus efficace et sans forcément que j'intervienne. Et si possible, sans que j'intervienne. Tu vois, on essaie de se sortir du système et d'arrêter d'être le nez dans le guidon pour voir son entreprise comme un système avec tout un ensemble de composants qui sont reliés entre eux et qu'on peut faire interagir sans être automatiquement là, présent en permanence. C'est la même différence qu'entre être un homme orchestre et un chef d'orchestre. L'homme orchestre, il doit tout faire, il n'y a pas d'autre choix, tu vois, et il doit être bon dans chacun des instruments qu'il joue et savoir les jouer en même temps. Le chef d'orchestre, à la limite, on s'en fout complètement qu'il soit bon dans un instrument ou pas. Il n'y a même pas besoin d'être bon dans un instrument. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de savoir faire en sorte que les musiciens jouent en harmonie. Tu vois, et c'est pas le même type de compétence. Okay. C'est ce qu'on appelle prendre du recul ou prendre de la hauteur Après, toi, Rodolphe, je sais que tu as été à l'armée, pas mal. Oui. Donc, je sais pas, c'est aussi intéressant de discuter. Comment vous vous organisez à l'armée, tu vois? Est-ce que vous avez des procédures? Comment ça fonctionne un petit peu? En fait, on a déjà la structure militaire est extrêmement rigide parce que on a un grade et quand on a un grade, on a un niveau de responsabilité qui est afférent à ce grade. Après, c'est vrai qu'on a énormément de réunions. Plus on monte en grade, plus on a des réunions. Et c'est vrai qu'on a vraiment, enfin moi j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps quand je suis en réunion au boulot. Le truc, c'est d'essayer d'éviter d'être présent à ces réunions ou de venir, si jamais je peux pas y aller, avec des choses sur lesquelles je dois avancer. Parce que concrètement, c'est ce qui m'insupporte le plus dans le job militaire. Après, sur l'organisation personnelle, le fait de prendre du recul et d'essayer de regarder ses responsabilités, c'est de plus en plus facile quand on prend de la hauteur et on prend du galon. Parce que on demande d'être un exécutant au plus bas échelon de l'armée, donc il faut exécuter des choses et on est dans l'aspect technicien et l'aspect faire les choses. Et plus on monte en grade, plus on est dans la conception, l'organisation, la prise de hauteur, où il faut essayer d'établir des petits indicateurs qui permettent de voir comment ça progresse, comment ça avance, et de contrôler plutôt que de faire. Voilà. C'est intéressant, tu vois, ok. Est-ce que vous utilisez une procédure écrite? Ah, il y a beaucoup de procédures écrites, il y en a beaucoup trop, et je pense que le fait de passer en vidéo, ce serait le top, parce que moi j'ai reçu, je me souviens d'une passation de consigne, pas celle que je viens de faire, mais une précédente où j'ai reçu une pile de procédures. On se dit juste, j'ai pas envie de la lire, parce qu'il y en a trop. Et finalement, une bonne vidéo en disant, voilà, là, il y a tel truc, tu vas y trouver ça, ça, ça et ça, et tu peux t'y référer à tel truc et tel truc, voilà. Et en fait, typiquement, ou prendre juste l'architecture réseau de son ordinateur en disant, bah voilà, je vais t'expliquer comment fonctionne le réseau, parce que quand tu vas arriver, tu sais pas comment je suis organisé ou comment la structure est organisée, donc je vais te l'expliquer. Et rien que le fait d'expliquer ça enlève, je dirais les 3/4 des procédures écrites qui sont établies. Mais comme il faut faire des notes de service, et qu'on imprime des pavés où on rentre dans le détail parce qu'on est militaire et on est extrêmement bien organisé, enfin on se veut comme étant bien organisé, et ben au final, quand on prend des consignes et qu'on a tout ça à lire, ben en fait on ne les lit pas et on s'aperçoit que les gens ne lisent pas les procédures. Donc les procédures existent, mais il faut les simplifier avec de la vidéo, ce serait super.
Voilà, faut pas trop en laisser inverse. C'est intéressant, donc peut-être que tu pourras amener cette disruption dans l'armée, parce qu'après tout, c'est quand même pas si compliqué. Mais voilà, faut faire bouger les mentalités. Un truc qui est bien avec les procédures, mais tu as raison, après, tu vois, il faut pas non plus crouler sous la bureaucratie. Moi, j'aime bien dire, de toute façon, à partir du moment où un prestataire sait ce qu'il fait, il n'a pas besoin de procédure. C'est au cas où il oublie un truc, tu Ouais, vois, et il doit demander, il doit avoir un accès à des connaissances plutôt que de t'interrompre. Il va regarder dans la ouais, procédure. Et aussi, quand tu dois former quelqu'un qui doit remplacer, bah, tu gagnes énormément de temps. ouais, Moi, tu vois, ce qui est bien avec les procédures, c'est que si jamais il y a une erreur de fait, en gros, tu n'as que deux possibilités quand tu utilises des procédures. Soit la procédure contient cette erreur, et dans ce cas-là, c'est parfait, parce que du coup, tu la changes, cette erreur, et en théorie, elle va plus jamais se reproduire. Soit c'est la faute de la personne qui a suivi la procédure, et dans ce cas-là, c'est indiscutable. Tu vois, la personne ouais, peut pas commencer à discuter en disant oui, mais tu vois, non, c'était dans la procédure, elle l'a pas fait. ouais. Voilà, après, du coup, tu peux tirer les responsabilités, clairement. Alors tout à l'heure, tu disais, tu vas peut-être arriver à faire une disruption dans l'armée. Alors c'est un peu compliqué dans l'armée parce que c'est quand même une grosse C'est comme institution. l'éducation nationale. Comment? Je dis, c'est comme l'éducation nationale, j'imagine. Ah ouais. Et je suis marié avec une prof de français, latin, grec dans l'éducation nationale. Et c'est voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de là, mon blog s'adresse aux managers, qu'ils soient militaires ou civils. Euh, Est-ce que toi, tu as un conseil à donner sur la façon de faire pour essayer de faire changer les mentalités? Parce que on a toujours fait comme ça, c'est juste insupportable et on a envie de leur dire, bah, le changement c'est maintenant, parce que c'est le chef des armées, donc on va le dire. Moi, je dirais que en fait, le changement c'est tout le temps et qu'il faut avoir une dynamique du changement et savoir s'adapter pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Mais en fait, faire comprendre ça à une équipe qui a toujours fait comme ça ou qui ne veut pas bouger, ou une institution ou des chefs, parce que finalement le plus dur aussi c'est les chefs, c'est compliqué. Est-ce que tu as un bon conseil à te donner? Écoute, je pense que utiliser la méthodologie Lean Startup dans ce cas-là, c'est plutôt une bonne idée. Je sais pas si tu connais. Oui, Ok, mais là tu vois, tu peux l'adapter dans le sens où le Lean Startup, c'est de mettre en place le plus vite possible en contact avec la réalité le produit minimum viable. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile de vendre à des gens qui sont un petit peu réticents comme ça. Tu vois, je pense que tu vois, ton discours, on peut l'entendre, de dire le changement, tu vois, c'est tout le temps, etc. Tu peux dire, en plus, on vit dans un monde qui avance de plus en plus vite. oui, Faut pas se laisser rester à la traîne. Et d'ailleurs, un truc qui marche très bien quand tu dis ça, c'est de parler des armées, enfin des compétiteurs. Tu vois, de dire attendez, regardez, aux États-Unis ils font ça, en Russie ils font ça, toi j'en sais rien. oui, Mais de titiller un petit peu en disant regardez les mecs, on est en train d'être en retard. Mais c'est beaucoup plus facile de vendre une petite expérience qu'un changement à grande échelle. Je dis voilà, l'idée c'est de faire ça, donc par exemple faire des procédures en vidéo. Moi, ce que je vous propose, vous me donnez une autonomie dans ce truc-là, et je vais mettre en place un test concret sur le terrain, et puis on verra les résultats. Tu vois, ouais, et puis tu demandes, voilà, moi je voudrais une petite équipe, j'aimerais choisir les éléments, et tu prends les gens qui sont ouverts à ça. Comme ça, tu te constitues ta propre équipe, tu fais une expérience sur le terrain, et puis tu vois ce que ça donne. Alors après, c'est pas forcément une technique miracle, parce que même si ton expérience est positive, c'est pas pour autant que ça va faire bouger les choses, mais quand même, ça va faire bouger les choses. Je prends l'exemple de Céline Alvarez, je sais pas si tu connais. non, C'est une instite c'est une prof qui a été formée à la méthode Montessori et qui essaie de faire bouger les choses dans l'éducation nationale. oui, Ce qu'elle a fait, c'est que exprès pour disrupter l'éducation nationale de l'intérieur, elle a passé son CAPES et elle a poussé pour faire une expérience dans une école maternelle pendant 3 ans, oui, où elle a appliqué la méthode Montessori dans une école normale d'éducation nationale. Et voilà, et elle a réussi son pari, elle a fait son expérience pendant 3 ans, les résultats ont été fantastiques. L'éducation nationale a dit bon, c'est bien gentil, mais on arrête là. Et voilà, tu vois. Mais par contre, ça fait quand même bouger les choses parce qu'il y a énormément de profs qui se sont connectés à elle. Les médias en parlent énormément. Là, elle vient de sortir un bouquin, Les lois naturelles de l'enfant, qui cartonne. Il est dans le top 3 des ventes Amazon depuis un mois, là, donc c'est énorme. oui, Elle a vendu 12 000 exemplaires en une semaine, hein, la bon, semaine de la sortie. Et donc, tu vois, quand tu fais une expérience comme ça, bah, ça va pas forcément changer les choses du jour au lendemain. On parle quand même de systèmes qui ont une inertie énorme, mais ça fait bouger les choses, même si au final ta hiérarchie, elle dit ouais, c'est bien gentil monsieur, mais on peut pas faire ça. mm, Bah, il y a des gens qui vont se dire au sein même de l'armée et en dehors, qui vont se dire ah ouais, c'est intéressant, il faudrait quand même faire bouger les choses. Et tu peux créer un mouvement comme ça, tu vois. Moi, c'est vraiment l'approche que je recommanderais, et c'est beaucoup plus facile de vendre une expérience qu'un chamboulement total. oui, c'est vrai. C'est aussi ce dont Robert Cialdini parle dans son bouquin, qui est la technique du chiot. Euh, Je connais pas. Tu connais pas la technique du chiot? Non. Quand tu vas dans une animalerie,
le vendeur te propose de prendre le chiot chez toi pendant Ah, 2 jours. complètement. Bah oui, c'est vrai. Pendant deux C'est- jours, et si jamais ça vous va pas, vous pouvez le rapporter, mais il n'y a aucun problème. Pendant une semaine, vous pouvez le rapporter. Mais c'est sûr, jamais tu vas le rapporter. C'est évident, c'est évident. C'est clair. Oui, voilà. Donc, c'est aussi l'idée de faire des micro-engagements comme ça Ouais. qui demandent pas trop de remise en cause et qu'au fur et à mesure, on se dit, ah ouais, c'est quand même pas mal. Voilà, des engagements qui sont temporaires. On dire de toute façon, on fait un test juste pour cette fois, qui s'est jamais donné à son chef l'impression qu'on va faire ça dans la durée, que ça va être quelque chose qui va être pérenne et que ça va tout changer. Mais dire voilà, je voudrais juste pour cette fois-là faire cette expérience-là. Et ensuite, le ramener à dire, enfin l'amener à dire que ça a été une réussite, si jamais c'est une réussite vraiment. Et puis ce qui lui permettra d'être beaucoup plus, de beaucoup plus facilement accepter qu'on réitère l'expérience. Et du coup, en fait, ça devient comme le show qu'on amène à la maison, ça devient définitif. Ouais, ouais, exactement. Alors justement, c'est ces techniques d'influence, parce que en fait, dans une relation de management d'équipe directe, euh, en tant que manager, on doit utiliser certaines techniques d'influence. Donc là, on vient d'en donner une, c'est la technique du chiot. Est-ce que toi, tu as des techniques, enfin, un conseil à donner à un cadre qui est en entreprise, qui a une équipe à manager sur une technique d'influence qui fonctionne pour toi? Écoute, moi je vais te dire, une des plus grandes erreurs que j'ai fait au début quand je manageais dans ma première entreprise, c'est que j'étais beaucoup trop critique. Ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai lu le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, où il explique que tu peux prendre le malfrat le plus horrible de la planète, dans son esprit, c'est un mec bien et qu'il a des raisons de le faire, tu vois. Donc, faut vraiment manier la critique avec extrêmement de précaution, en particulier avec des subordonnés, que ce soit des employés, même des prestataires, même s'ils ne sont pas subordonnés en tant que tels, ils sont quand même, tu vois, tu es en position d'autorité par rapport à eux. Et en fait, clairement, depuis que j'ai lu ce bouquin, en fait, je ne fais plus aucune critique de mes prestataires ou de mes employés. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en mode bisounours et que je dis que tout va bien, mais Oui. quand quelque chose ne va pas, déjà, enfin, je critique quand même, mais de manière beaucoup plus diplomatique. Déjà, j'utilise la technique du sandwich. C'est que quand tu fais une critique, d'abord tu fais un compliment, tu fais la critique et après tu fais un compliment. Donc tu mets la critique dans un sandwich de compliments, Ok. en fait, tout simplement. Et pas des faux compliments, bien sûr. Tu dis des choses qui sont vraies, quoi. Tu dis voilà, écoute, je sais pas moi, Roger, d'habitude enfin, moi je trouve que tu fais un très bon boulot sur ça. Par contre, j'ai remarqué que récemment sur ça, il y avait eu ce problème-là. Est-ce que tu veux bien qu'on en parle? Et puis on en parle. Et puis à la fin, tu dis en tout cas voilà, moi je tenais à te dire, je suis toujours ravi de ton travail. Je suis content qu'on ait pu discuter de ça, tu vois. Puisque l'idée, c'est de ne pas remettre en cause la personne, mais de discuter des problèmes dans les actions, en fait, tout Ouais. simplement. Après, quand tu as une personne dont tu n'es pas contente, bon, bah, t'es pas content, c'est tout, tu vas t'en débarrasser, et puis voilà. Mais les gens avec qui tu as l'habitude de travailler, ça arrive qu'ils fassent des erreurs, ça arrive qu'ils soient pas en forme, ça arrive que la procédure elle-même ait un problème, etc., etc. Mais au-delà de ça, ouais, je critique très, 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 très peu. D'accord. Très peu, et je me concentre toujours sur les actions, et ça fait une différence remarquable sur la motivation et l'engagement des gens sur le court, le moyen et le long terme. Ouais. Et pour compléter ça, je dirais qu'il y a une perspective à prendre sur savoir d'où partent les gens et ce qu'on leur demande. Si jamais ils partent de extrêmement bas, il faut prendre en compte réellement la progression ou l'effort qu'elle a fait à la personne pour atteindre ce qu'on lui demandait. Parce que si ce qu'on demande pour nous c'est archi simple, on le fait en 2 secondes, voilà, si on part en se regardant soi, c'est toujours compliqué et la critique vient très facilement. Alors que si on regarde le delta, il faut savoir aussi mesurer l'effort et justement le fait de mesurer l'effort et de le formuler, ça permet de créer du positif alors qu'il n'y a pas forcément que du positif et d'encourager l'effort pour que la personne puisse se relancer sur le reste de la distance à parcourir. Oui, c'est intéressant aussi, tu vois, de s'intéresser au parcours, au développement personnel de chacun, en fait. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir que nos collaborateurs, ils se réalisent aussi en travaillant pour nous. Oui, super. Et Euh, c'est cette idée aussi, tu vois, c'est que je dis que, alors tu vois, je donne des chiffres dans mon livre, notamment dans la première partie, il y a une étude qui a montré que, en gros, dans le monde, tu as 24% des gens qui haïssent leur travail. En France, c'est 26%. wow. Donc c'est quand même énorme quand tu y Ouais, penses. Et il y a que 9% des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font dans le monde et 7% en France. Donc on est quand même dans des chiffres qui sont pas, qui sont, voilà, c'est un des plus grands échecs de la société moderne. Et je pense que c'est important pour les gens qui travaillent pour nous de pouvoir se connecter à une mission qui les inspire et qui est plus grande qu'eux.
pour pas qu'ils se retrouvent dans cette catégorie justement de gens qui haïssent leur travail. Tu vois, il y a une histoire qui est très connue, je suppose que tu la connais, de quelqu'un qui se balade sur le chantier d'une cathédrale au Moyen Âge Oui. et qui demande et qui voit des gens qui sont en train de casser des cailloux, tu vois. Oui. Tu connais ça, ouais. Oui, je la Et donc connais. la première personne, tu fais quoi? Et la première, elle dit bah je casse des cailloux, tu vois. Bon, ok. Il va voir la deuxième personne, il dit tu fais quoi? Et là, lui il dit bah moi je casse des cailloux pour nourrir ma famille et pour que mes enfants ils puissent manger à leur faim, tu vois. Ok, cool. Et il va voir la troisième personne, il dit tu fais quoi? Et le mec il dit je bâtis une cathédrale. Tu vois, c'est cette idée d'engagement différent. C'est dans les trois cas, les personnes font exactement la même chose, mais il y a un degré de motivation et d'engagement qui est absolument pas le même. Et voilà, c'est aussi important quand tu recrutes et que tu manages, quand tu recrutes, de détecter un petit peu quelle est la mission qui va vraiment impliquer, motiver ces gens-là, les gens que tu recrutes, et sans doute, si tu dois faire un choix, prendre plutôt la personne qui, à compétence égale, va être plus inspirée par ce que tu fais. Tu vois, que la personne qui veut juste gagner sa vie, voire celle qui prend ça parce qu'en ce moment elle a rien, tu vois. Voilà, je te donne l'exemple, par exemple, si tu bosses pour Elon Musk. Oui. Et dans SpaceX, son objectif, c'est quand même de coloniser Mars, quoi. Oui. Ça, c'est un objectif qui a de la gueule, hein. Je veux dire, c'est un truc de fou, quand même. Je veux dire, quand tu es là-dedans et que tu te dis, waouh, je suis en train d'aider l'humanité à coloniser Mars. Ça, c'est un truc qui peut être inspirant, tu vois. Alors, on n'a pas tous des missions aussi grandioses, mais c'est important d'être déjà clair avec soi-même sur sa mission et puis de la communiquer clairement aux autres et de trouver les éléments qui soient motivés par ça. Je suppose que dans l'armée, c'est exactement pareil, hein. Tu peux dire, tu prends un soldat entre le mec qui est là parce que il n'a pas le choix, sinon il est à la rue, ou le gars qui est là pour gagner sa vie et le mec qui est là pour défendre sa patrie, ou tu vois, les gens, c'est pas du tout le même niveau d'engagement. C'est vrai. C'est la différence entre le quoi, comment et pourquoi. Dans une société, généralement, le quoi, tout le monde sait ce que la société produit. Il y a une partie des sociétés qui savent comment elles le produisent, et il y a une très petite partie qui savent pourquoi est-ce qu'elles le produisent. C'est Oui, c'est intéressant, c'est exactement ça. Ouais. donc savoir travailler sur le pourquoi et faire adhérer les gens de son équipe au pourquoi du but de l'équipe. Voilà. Oui, il y a tout un passage d'ailleurs sur le pourquoi dans mon livre, et notamment il y a Simon Sinek qui a écrit tout un Oui. livre là-dessus, qui explique d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles Apple fonctionne aussi bien, c'est parce que justement ils ont un énorme grand pourquoi, un énorme pourquoi, et que ils communiquent dessus et que les gens se connectent à ça, tu vois. Je sais pas si tu as vu la pub de la fin des années 90 d'Apple où pendant 30 secondes ils montrent des rebelles intelligents, d'ailleurs. Ils montrent des rebelles, des inventeurs, des scientifiques, des chanteurs, donc ils montrent Einstein, John Lennon, Martin Luther King, etc., etc. Et puis finalement, ils parlent jamais d'Apple dans la pub. Il y a juste à la fin, tu vois, ils disent voilà, c'est un hommage en fait à tous ces gens-là qui ont voulu faire avancer les choses. Puis à la fin, tu as le logo Apple, Think Different. Waouh, c'est une grosse claque, tu vois. Tous les gens qui se connectent à cette idée d'être des rebelles intelligents et tout ça, ils se connectent à ce genre de message de manière beaucoup plus forte qu'avec une publicité commerciale classique. Ouais. Et quand je te disais le quoi, comment, pourquoi, je faisais référence à la vidéo de Simon Sinek qu'il a fait en TED, justement, en prenant cet exemple d'Apple et en disant il y a TiVo, une télé, qui avait proposé de faire un truc, une télé qui permettait d'enregistrer quand on voulait, de présenter des programmes qui nous plaisaient, et ils s'étaient concentrés dans leur publicité sur leur quoi, et en fait, ça a fait peur aux gens, alors que c'était le truc le plus en haute technologie, le plus disruptif, justement, et le plus intéressant. Alors que s'il l'avait présenté en disant, en inversant, en commençant par le pourquoi, comme ce que fait Apple, en disant si vous aussi vous voulez être maître de votre programme télévision, si vous voulez le regarder quand vous voulez, et si vous êtes celui qui veut être à la pointe de la technologie, mec, on a un truc pour toi. Et c'est ce que fait, ce marketing inversé que fait Apple, et puis après il prend l'exemple d'Apple. Donc je mettrai cette vidéo en description. Je dirais pas inversé, je dirais du niveau suivant en fait, tout Ouais, simplement. c'est vrai. Euh, Est-ce que tu as un mentor ou quelqu'un qui t'a inspiré dans l'histoire, un personnage historique ou quelqu'un qui est encore vivant, qui, qui, euh, qui te, qui t'a inspiré en termes pour te construire toi? Alors pour me construire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour te permettre de devenir la personne que tu es maintenant. Bah écoute, je pense que pour tous ceux qui me suivent, c'est assez évident. Un personnage qui m'a extrêmement inspiré, c'est Tim Tim Ferriss. Ferriss, oui, la semaine de Euh, 4 heures, oui. via son livre La semaine de 4 heures, c'est ce livre-là, tu vois, comme je t'ai dit au tout début, je m'étais mis en quête
d'une solution pour avoir un meilleur équilibre de vie. Clairement, quand j'ai lu la semaine de 4 heures, ça m'a même plus qu'ouvert les yeux, ça m'a mis une énorme baffe parce que ça a complètement chamboulé ma perception d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans, à savoir celui d'entrepreneur, puisque dans la semaine de 4 heures, donc Tim Ferriss explique justement comment avoir une entreprise qui est au service de sa vie, plutôt que sa vie soit au service de son entreprise. D'accord. Est-ce que tu as des citations préférées qui te permettent d'avoir enfin, que tu aimes beaucoup? Ouais, bah écoute, j'en ai même mis plusieurs dans mon bouquin. Alors attends, je vais te s'en citer quelques-unes. Moi, j'aime beaucoup la citation de Nigel March qui dit, c'est sur la course des rats. Il dit, il y a des milliers et des milliers de gens qui travaillent pendant de longues et difficiles heures à des boulots qu'ils haïssent pour gagner de l'argent afin d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Je pense que ça correspond malheureusement à la situation de pas mal de personnes. Donc voilà, et c'est ce qu'on veut essayer d'éviter justement quand on veut s'accomplir dans la vie. J'aime bien la citation de Mark Twain. Je n'ai jamais laissé l'école interférer avec mon éducation. Il y a aussi Oussama Ammar qui est donc le cofondateur de The Family, qui est un incubateur de start-up extrêmement dynamique en France. Pourquoi à l'école on n'a pas le droit de copier sur son voisin, alors que dans le reste du monde on appelle ça la collaboration? Ça c'est pas mal, tu vois. C'est vrai que tu te dis mais oui, pourquoi pas, tu vois. Je pense qu'à l'armée on se copie pas mal les uns les autres et c'est pas un souci, tu vois. Au contraire, du coup le produit final est bien plus performant quand chacun y a apporté sa petite pierre. J'aime beaucoup la citation de Jim Rohn qui est très percutante, très américaine aussi mais très percutante, qui dit les pauvres ont de grandes télés, les riches ont de grandes bibliothèques. Ça, c'est un roi du steak. Et je vais te dire, j'ai rencontré des centaines, peut-être des milliers d'entrepreneurs, donc pas mal de millionnaires. Et c'est incroyable le pourcentage d'entrepreneurs à succès qui lisent énormément. Je dis pas que c'est le cas de tous, c'est clair, mais il y en a beaucoup qui lisent et clairement ils passent plus de temps à lire qu'à regarder la télé. Je pense que c'est un énorme facteur de succès dont on parle pas assez, justement. Enfin voilà, je pourrais t'en donner encore plein, hein, mais là c'est dans l'éducation. Au niveau de l'entrepreneuriat, quelque chose à comprendre de très très important. Avant que votre entreprise ait fait une vente, elle n'est rien d'autre qu'un ensemble d'idées non prouvées dans lesquelles vous avez dépensé de l'argent. Ça, c'est de Michael Masterson. Et voilà, d'où cette idée, tu vois, de se confronter très vite à la réalité du terrain avec la méthodologie d'une startup, Oui. etc., etc. Ah oui, et puis une citation que j'adore de l'auteur William Gibson. Il dit « Le futur est déjà là, il n'est juste pas également réparti ». Oui. Alors qu'est-ce que tu entends T'as par ça? raison. Parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir, je l'ai lu dans ton livre. Il n'est juste pas également réparti. Ça veut dire quoi pour toi? Ben c'est simple, tu as des innovations technologiques qui arrivent et c'est pas parce qu'elles arrivent qu'elles vont se répandre dans le monde entier en un instant, tu vois. Une des méthodes que je donne pour avoir des idées de business, C'est vrai. c'est justement de voyager dans le temps. Ouais. Et comment tu voyages dans le temps? Ben c'est simple. Quand tu vis en Europe, tu vas aux États-Unis, tu voyages dans le futur parce que ce pays a plusieurs années d'avance en général sur le reste du monde. Oui. Quand tu veux voyager dans le passé, tu vas dans des pays en voie de développement. Tu vas aux Philippines, tu vas en Thaïlande, tu vas en Afrique, et tu vois qu'il y a des tas de besoins qui sont couverts très facilement chez nous et qui sont pas couverts là-bas. Ouais. Et ça te donne des idées de business dans les deux sens, tu vois. Donc, une innovation arrive et elle met du temps à s'implémenter dans d'autres pays. Pour donner un exemple concret, le Kindle, tu vois, le Kindle, Oui. c'est le livre numérique d'Amazon. Il est sorti en 2007 aux États-Unis. Au bout de 2 ans, il faisait déjà 40% des Américains lisaient sur le Kindle. Il est arrivé en 2011 en France. En 2011, déjà, il y a eu 4 ans de gap. Et même aujourd'hui, en 2016, il n'y a que 4% des Français qui lisent des livres au format numérique. Parce qu'il y a une résistance au changement en France, peut-être aussi un attachement culturel au livre papier, qui fait que, alors qu'en Grande-Bretagne, on est déjà à, pareil, je crois qu'on est au même chiffre qu'aux États-Unis. Ou un Donc, lobbying des éditeurs. comment? Ou un lobbying des éditeurs, parce que le monde de Peut-être, l'édition, oui, bah, c'est quand même une voilà. sacrée. Bon, après, voilà, il y a des exceptions. Ça marche pas pour tout, hein. Quand Apple sort un iPad ou un iPhone, c'est disponible dans le monde entier, et puis basta. Oui. Mais après, il faut voir qui peut l'acheter, tu vois, en fonction des pays. Et puis, c'est aussi cette idée, tu vois, que les méthodes miracles existent. Les méthodes miracles existent. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Parce que, voilà, les gens se disent, mais souvent, quand ils entendent parler d'un truc qui est plus efficace qu'un autre, ils disent, ouais, mais attends, si c'était
aussi efficace que ça se saurait. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de trucs, de choses qui sont plus efficaces que d'autres et dont on n'entend pas parler forcément, ou on en entend parler seulement si on se met dans une démarche de recherche active par rapport à ce qui fonctionne le mieux dans ce domaine-là. Donc, tu vois, je donne par exemple le domaine par excellence dans lequel la plupart des gens pensent, sans y avoir trop réfléchi, que s'il y avait quelque chose de plus efficace que ce qu'ils utilisent maintenant, ça se saurait, à savoir gagner de l'argent. Tu vois. Et il y a beaucoup de méfiance dans le domaine de gagner de l'argent, et c'est normal parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques, il faut le dire. Mais c'est pas parce qu'il y a plein d'arnaques qu'il n'y a pas aussi des méthodes plus efficaces que d'autres. Et le truc, c'est que la plupart des gens, leur seule méthode pour gagner de l'argent, c'est de gagner un salaire. Or, c'est la méthode la moins efficace du monde pour gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que tu échanges ce que tu as de plus précieux, à savoir ton temps, contre de l'argent. Donc, quand tu es salarié, en fait, c'est quand tu es salarié que tu mets l'argent sur un piédestal parce que tu es prêt à échanger ce que tu as de plus précieux pour l'obtenir. Alors que tu as des tas de moyens qui sont plus efficaces pour avoir un effet de levier entre ton temps et ton argent. Et je donne un exemple très simple. Pour ça, c'est comment tripler la rentabilité d'un parking. Tu vois, un parking, c'est un super investissement immobilier, notamment quand tu es débutant. Pourquoi? Parce que tu as en fait aucun entretien, c'est très facile d'acheter, c'est pas un investissement énorme, etc., etc. Et tu as une méthode pour tripler la rentabilité d'un parking, tu vois. Et quand tu dis ça, la plupart des gens, ils vont dire ah non, bah, attends, si c'était aussi vraiment ça, si c'était vraiment vrai, ça se saurait, tu vois. Mais ça se sait, les mecs, ça se sait. Faut juste être à l'écoute puis appliquer. Et donc, c'est quoi cette méthode? C'est simplement, tu transformes ton parking pour voiture en parking pour moto. Tout simplement. Sur un emplacement de parking pour voiture, tu peux mettre 3 motos. Et alors souvent on me dit souvent, mais dans ce cas-là, attends, ça veut dire que tu vas louer ton parking au même prix qu'au prix où tu aurais un parking pour voiture? La réponse est oui. Et même si tu loues un peu moins cher, le fait que tu loues à 3 personnes différentes, ça va quand même augmenter ta rentabilité énormément. Et tu peux le faire sans aucun risque. Comment le faire sans aucun risque? Eh bien, si tu repères un parking intéressant et que tu te dis, tiens, ça pourrait être un bon parking pour moto, qu'est-ce que tu fais? Tu passes une annonce dans un site d'annonce comme Le Bon Coin, par exemple, disons que tu loues ce parking, t'attends de voir. Si tu as des motards qui t'appellent, t'achètes le parking. Si t'as personne qui t'appelle, tu l'achètes pas et tu passes à autre chose. Risque zéro. Temps de travail extrêmement bas. Qu'est-ce que tu as à faire comme entretien sur un parking? Rien. Tu dois peut-être passer un coup de peinture sur la ligne de séparation une fois tous les 10 ans. Et puis voilà. Et il y a des tas de gens, tu vois, je te disais qu'il y avait 26% des gens qui haïssent leur travail en France. Il y a des tas de gens qui pourraient arrêter de faire un truc qu'ils haïssent et être indépendants financièrement en utilisant cette méthode, mais ils ne le font pas pour 2 raisons. La première, c'est que comme ils n'ont jamais cherché d'autres manières de gagner de l'argent, ils ne sont pas au courant que cette technique existe. Oui. Et 2, la plupart des gens qui connaissent cette méthode ne l'appliquent pas. Donc, c'est ça aussi cette idée que le futur est déjà là, que c'est pas encore bien réparti. Tu vois, c'est aussi un manque d'application. Et je donne l'exemple de Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde. C'était l'homme le plus riche du monde en 2008 ou 2010, si je me rappelle bien, qui se posait la même question, parce que lui, il a utilisé une méthode d'investissement dans la bourse qui s'appelle l'investissement par la valeur de Graham. C'est ça qui a fait sa fortune. Et il le disait en 1984, il disait, mais j'ai été une voix criant dans le désert pendant les 35 ans que j'ai pratiqué l'investissement par la valeur. J'ai jamais vu de tendance vers l'utilisation massive de cette stratégie. Il dit, il y a une caractéristique humaine perverse qui semble rendre compliquer les choses simples. Oui, et qui ne veut pas croire les choses qui fonctionnent. Et pour ce qui est du parking, j'ai un parking en bas de chez moi qui est à vendre. Je vais étudier cette possibilité. Je te tiendrai au courant. Super, ouais, ça sera très intéressant. Ok. Bah écoute, super, j'ai pas d'autres questions qui me viennent à l'esprit. Je te remercie Olivier d'avoir donné et transmis un certain nombre de choses. Moi je regarde régulièrement, je crois que je ne loupe pas une seule de tes vidéos, puisque tu fais une vidéo par jour. J'apprends toujours plein de choses. Et je recommande les lecteurs de Mon Capitaine à s'abonner à ta chaîne et à te suivre pour être inspiré et essayer de penser les choses différemment. Super, merci Rodolphe. À très bientôt Olivier. Et donc pour tous ceux qui veulent trouver le livre, donc il est dans toutes les bonnes librairies, dans toute la francophonie. Et c'est même s'il n'est pas en rayon, vous pouvez le commander. Et votre libraire sera un plaisir de l'amener jusqu'à vous. Et vous pouvez aussi le trouver sur Amazon, bien sûr. Okay. Super. Au revoir Olivier. Merci.